Aujourd'hui encore, peu de visiteurs s'aventurent dans les impressionnantes montagnes du Kashgar. Surplombant le nord-est de l'Anatolie, cette région turque trop peu connue avoisine la Géorgie. Les gorges vertigineuses, les steppes sans fin et les pâturages de ces hauts plateaux mériteraient pourtant le détour. Héritier du brassage des civilisations passées, le Kashgar dévoile un patrimoine historique aux influences orthodoxes, musulmanes, byzantines comme catholiques. Fiers de cette richesse culturelle, les habitants sont aussi ravis d'exhiber la diversité des ressources naturelles comme le thé et le miel. Notre voyage nous promet de belles découvertes. Notre point de départ se situe justement au cœur des montagnes du Kashgar, qui appartiennent à la chaîne pontique. Dans ces vallées reculées qui bordent la mer Noire, on trouve des villages nichés à des altitudes très élevées, comme Petran, situé à plus de 2400 mètres. L'hiver, l'accès au village est compliqué par les risques d'avalanche. L'étroite route qui serpente jusqu'à Petran est alors peu empruntée et les maisons souvent désertées durant les mois les plus froids. Mehmet Kurt passe, lui, tout l'hiver là-haut. Scolarisé dans la vallée, ses filles le rejoignent dès qu'elles le peuvent. Les gens qui vivent ici sont surtout des éleveurs de bovins, voire de moutons. Il n'y a rien d'autre ici. Comme vous pouvez le voir, il y a de la neige ici. Il y a de la neige en hiver, et en été, c'est la nature qui reprend ses droits. En attendant, on se chauffe au bois. Nous sommes en territoire laz, un groupe ethnique originaire de la Géorgie, qui possède un dialecte propre et une culture qu'il entretient. Ils utilisent un lazboard. Ce traîneau était autrefois utilisé par les agriculteurs. Des éleveurs du village nous font une démonstration de ce qui pourrait être l'ancêtre du surf des neiges. Difficile d'atteindre un tel équilibre. Nous l'avons hérité de nos ancêtres. Difficile de dire de quand ça date, peut-être 200 ans sans doute. Ce sont nos arrière-grands-pères qui l'ont inventé. Au début, c'était utilisé comme moyen de transport pour pouvoir descendre plus bas dans la vallée. Les paysans remontaient ensuite leur lasboard garni de fourrage ou de victuailles en le tirant jusqu'au village. Il n'y avait pas de route ici. Il n'y avait pas d'épicerie. On se servait de la planche comme moyen de transport pour circuler. Dans cette vallée voisine qui part de Surméné, la présence du peuple grec a fortement marqué le paysage, au-delà de son départ après la guerre gréco-turque en 1923. Elle se manifeste encore dans des monastères abandonnés ou dans cette église orthodoxe de Sida, aujourd'hui transformée en mosquée. Un peu plus haut, le village de Karaçia est un des rares de la région à avoir su conserver le cachet de l'ancien, avec ses maisons de bois aux colombages sertis de pierres blanches. Celal défend la préservation de ce patrimoine. Ce sont des maisons de style grec. Par le passé, la région était habitée par les Grecs. Pas ici, ce village était ottoman, mais les Grecs vivaient dans les vallées tout autour. Au tout début, nous vivions dans cette maison. Lorsque la famille s'est agrandie, mes parents ont construit une maison plus grande dans laquelle nous avons alors emménagé. Lorsque j'étais enfant, je jouais au foot et au basket dans cette pièce. Aujourd'hui, la demeure est louée à une famille qui l'occupe toute l'année. Mais ici aussi, les maisons habitées l'hiver sont rares.
Au-dessus du village de Djelal, à 1400 mètres d'altitude, la neige couvre le sol durant toute la saison froide. On sort toutefois chaque jour ces moutons de race rustique, bien équipés pour résister au froid. Nous atteignons ainsi la crête de la montagne où Kohe Duzu fut fondée il y a 850 ans. Une position doublement stratégique. À la fois étape pour les caravanes en chemin vers l'Iran, le bourg est en été un point de passage obligé pour monter vers les alpages. Aslan Bayraktar, dont les moustaches sont ici légendaires, tient ce petit estaminet depuis des dizaines d'années. Djelal aime venir l'écouter raconter ses souvenirs. Selon le calendrier musulman, cette maison a 120 ans. C'est mon grand-père qui l'a construite. Je suis la 3e génération. Aslan vend aussi quelques produits de première nécessité aux locaux. Mais c'est l'été qu'il attend avec impatience. Il y fait toujours le plein de visiteurs. Nous regagnons les rives de la mer Noire pour arpenter les ruelles de Surméné, où la météo est plus clémente que sur les hauteurs. La ville est réputée pour sa coutellerie artisanale, un savoir-faire ancestral. Autrefois conçues comme des armes de défense, ces dagues aujourd'hui décoratives se dissimulaient dans les vêtements. Tayfun Sarik en est l'un des experts. Ses productions sont comparables à des œuvres d'art. Le couteau de Surméné est un art qui nous a été transmis par les anciens. Ce sont les Grecs qui en étaient les spécialistes. Nos ancêtres ont ensuite repris ce savoir-faire et l'ont fait perdurer. Surméné reste un centre important pour la coutellerie, grâce à ses artisans, à leur savoir-faire de qualité. Nous savons travailler l'acier, on en connaît les subtilités. Nous frappons l'acier, mais nous le faisons avec passion. Pour durcir l'acier, nos ancêtres les plongeaient dans l'huile de poisson. Comme c'était un acier qui s'oxydait, ça le rendait plus tranchant encore. C'est en s'enfonçant dans les vallées, à des dizaines de kilomètres de la mer Noire, que les moines ont trouvé au fil du temps les lieux spectaculaires d'une vie à l'écart du monde. Fondé au 8e siècle, le monastère de Kouchtoul en est l'un des plus beaux exemples. Ces ruines témoignent de l'énergie qu'il a fallu déployer pour l'établir sur un tel éperon rocheux. Beaucoup plus connu, le monastère de Soumela domine la vallée de l'Atlin Tédéré depuis le IVe siècle. Encastré dans la roche à 1200 mètres d'altitude, il a survécu aux glissements de terrain comme aux chutes de rochers qui en ont régulièrement condamné l'accès, le temps d'effectuer des travaux de restauration. Mais le plus ancien et le plus mystérieux reste le monastère de Vazlon. Cet édifice chrétien orthodoxe grec, construit en 270, était encore occupé en 1922. Détruit lors du conflit gréco-turc, il était autrefois un centre religieux important, qui dépendait directement du patriarche de Constantinople. Au départ de Rizé, les chemins grimpants vers les monts Kashgar ne manquent pas. Mais la vallée qui sillonne vers Chamelchin est celle qui offre les vues les plus spectaculaires, surtout depuis le village d'Aïder.
À 1300 mètres d'altitude, ce hameau est une curiosité pour tous ceux qui vivent en bord de mer. En 2 heures de route à peine, les habitants du littoral peuvent découvrir la neige. On est loin de l'opulence des stations de sport d'hiver à l'européenne, bien que chaque année, de nouveaux hôtels sortent de terre. Les visiteurs ne sont pas toujours équipés pour affronter les conditions hivernales, mais qu'importe. Ils profitent du décor alpin, des maisons en bois et de la neige. À défaut de ski, les vacanciers s'essaient à la glisse sur chambre à air. Evet. Le horon est une danse traditionnelle de la région. On forme de grandes rondes, souvent rythmées au son d'une cornemuse, le touloum. Il y a 15 ans, les familles séjournant en hiver dans ce qui était à l'origine un simple village d'alpage étaient encore très marginales. Au-dessus, le mont Kashgar domine la chaîne du Pontus. Les plus téméraires qui s'aventurent à 2000 mètres d'altitude y trouvent les conditions parfaites pour pratiquer le ski freeride. En hiver, on ne distingue que les toits des maisons d'Avassour. Ce village ne reprend vie qu'en été. Le touloum accompagne toutes les fêtes des vallées de Rizé. Artisan d'art des scènes, Firtina Mahalesi est un orfèvre en la matière. Tout est réalisé à la main. L'instrument est taillé dans le bois et le roseau, et la partie souple confectionnée à partir de peau de mouton. La fabrication de l'anche demande beaucoup de précision. Le touloum ne pourra produire que 5 notes, mais joué avec puissance, il ne supporte pas la moindre erreur. Ce roseau est la pièce maîtresse de l'instrument. La partie la plus importante, c'est le roseau. C'est à partir du roseau que l'on génère le son. Le bois, l'anche ne servent qu'à maintenir le roseau et à faire le lien avec la peau. Cette partie est ce qui permet au son de sortir. Les deux doivent être au même niveau. Les roseaux proviennent d'Adana, de Mersin, de Tarsus, où ils sont de meilleure qualité. Nous préférons les roseaux qui viennent de ces endroits. Fidèle au trait régional, la vallée d'Emsine regorge de bourgades isolées au charme indéniable.
En hiver, à Hortan-Cueillu, seules 4 maisons sont occupées. La plupart des habitations sont en bois et restent en bon état malgré les attaques de la neige et des pluies. Sur les poutres principales, on expose des colifichets pour éloigner le mauvais œil. La maison d'Eisel est composée de 2 parties. Un magnifique grenier à grains qui pouvait autrefois accueillir les bêtes, et de l'autre côté l'espace de vie, avec son indispensable cheminée et son incontournable poêle, sur lequel chauffe en permanence le samovar où l'on prépare le thé. En ce moment, en hiver, la population du village n'est que de 5 ou 6 personnes, alors qu'en été, nous sommes plus de 50. C'est la même chose pour tous les autres villages des environs. Ils sont désertés pendant l'hiver. On peut admirer non loin du village des ponts, souvenir d'une présence romaine qui se devine au fil de la rivière Firtina. Ces véritables œuvres d'art sont régulièrement rénovées. Fondée par les Grecs au 7e siècle avant Jésus-Christ, Trabzon est la principale ville de la région, dont elle a toujours été un point stratégique. Foyer commercial international, c'était un passage forcé pour se rendre en Asie. Située sur la route de la soie, son influence justifia l'ouverture éphémère de consulats français et anglais entre ses murs. Trabzon a longtemps conservé une diversité ethnique et religieuse et ses nombreuses colonies de marchands. Mais au début du XXe siècle, les génocides pontiques et arméniens ont bouleversé l'équilibre local. Aujourd'hui, la cité est une destination recherchée l'hiver pour son agréable météo, douce transition entre la fraîcheur des rives de la mer Noire et le climat humide et chaud de l'Asie. 11e réserve d'or mondiale, la Turquie a toujours convoité ce précieux métal. Vers 650 avant Jésus-Christ, les premières pièces de monnaie faites à partir d'or ont d'ailleurs été frappées à Lydia, alors partie de l'Empire byzantin. Depuis qu'ils viennent célébrer les mariages ou les naissances, l'or est présent partout en Turquie. Les marteaux des dinandiers résonnent encore dans le bazar de la ville, mais ils se font de plus en plus rares. Les plus tenaces arrivent encore à vendre des objets traditionnels. À l'apogée des échanges entre l'Asie et l'Europe, de nombreux caravansérails ponctuaient la route de la soie. Construit en plein centre-ville en 1461, celui de Bédestan est toujours actif. On y vend de l'artisanat. Les boulangeries des alentours proposent un savoureux pain typique qui s'achète à la coupe, mais aussi des pidés, une spécialité locale inspirée de la pizza italienne que l'on couvre généreusement de fromage ou de viande de mouton. Érigés au tout début de notre ère, les remparts ont été reconstruits au VIe siècle par Justinien, le grand empereur romain d'Orient. Il n'en reste aujourd'hui que de petites parties. Autour des statues d'Atatürk, le fondateur de la Turquie moderne, et du sultan Soliman le Magnifique, les bâtiments anciens ont été judicieusement restaurés, conférant un cachet appréciable au centre historique de la ville. À l'image de cette mosquée, qui fut d'abord une église. Malgré l'heure matinale, le petit port de Pharos est en pleine activité. Les marins partis au milieu de la nuit ont bravé les températures hivernales pour capturer des perches et anchois. Reste à vider les filets, une tâche toujours fastidieuse.
Une fois les grossistes repartis avec les poissons, les pêcheurs peuvent enfin aller se mettre au chaud et se reposer. Cette nuit, il a neigé sur les montagnes des environs. Le kemenche est un pilier de la musique traditionnelle du pays, dont il accompagne toutes les fêtes. Luthiers réputés, les Actas en sont des artisans passionnés. Après avoir dégrossi les pièces principales, Muharrem se lance dans un long travail de marqueterie. Les bois de prunier, les bois de genévrier sont les meilleurs pour fabriquer les kemenche. Le prunier, parce qu'une fois sec, il conserve bien le son original. Il résiste bien aux conditions climatiques. J'ai appris tout seul à fabriquer le kemenche. Au début, j'en avais acheté un pour jouer de l'instrument. Puis, c'est en l'observant avec attention que j'ai commencé à en fabriquer. L'étape la plus délicate consiste à aligner avec précision tous les composants pour obtenir le son recherché. À 16 ans seulement, Eitan, le fils de Muharrem, est déjà un musicien demandé lors des mariages et des grandes fêtes. En remontant la vallée qui chemine vers le sud de Trabzon, nous allons à la rencontre de Livera, un ancien village grec dont la plupart des habitants ont fui en 1924. Selon la légende, ils auraient alors laissé derrière eux des trésors enfouis. Certains seraient discrètement revenus les déterrer il y a une quinzaine d'années. Pour l'heure, les habitants célèbrent le Noël orthodoxe, qui tombe cette année le 14 janvier. Vêtus de costumes traditionnels, un groupe de villageois s'apprête à donner au son du kemenche le signal pour former de grandes rondes et danser le horon. La foule se presse. Venus de la ville ou des vallées voisines, les visiteurs sont nombreux. En hiver, les distractions sont rares. Lorsque l'on quitte Trabzon pour longer le littoral vers le nord, la côte regorge de complexes modernes, indice d'une forte pression immobilière. Mais il existe encore quelques enclaves où d'anciennes villas de bord de mer ont été restaurées en maisons d'hôtes. Au beau jour, les touristes viennent y faire quelques brasses.
C'est d'ailleurs en été que nous retrouvons la vallée d'Amsikeui. Plus clémente, la météo nous permet d'accéder aux villages d'altitude, anciennes étapes des caravanes marchandes. Surplombant la vallée, le monastère de Santa Arabelli domine un village de 7 hameaux, fondé au XVIIe siècle par la population hellénique. Période prospère pour les commerçants grecs, le XIXe siècle en marque l'âge d'or. Aujourd'hui, lorsque fondent les dernières neiges au mois de juin, cette zone d'alpage révèle un magnifique espace naturel encore préservé. Les hommes sortent alors leurs troupeaux de moutons et de chèvres, tandis que les femmes cultivent des légumes sur des terres très fertiles. Nous sommes de retour à Karaçia, le village de Celal, où la nature a repris ses droits. Les champs de thé et noisetiers foisonnent de toutes parts. Il est même difficile de se frayer un chemin pour circuler entre les maisons. Celle-ci n'est plus occupée que quelques semaines, durant la saison des récoltes de thé et de noisettes. La jeune génération préfère le confort des appartements en ville à la vie à la campagne. L'été reste une période active. On monte les bêtes au village pour obtenir du lait et fabriquer du beurre. Le village se vide peu à peu. Les anciens disparaissent, les jeunes préfèrent s'installer en bas, en ville, pour trouver du travail, parce que ces jardins, ces champs ne permettent pas de subvenir aux besoins de jeunes ménages avec des enfants. Alors ils partent. Sokağa çıkma yasağı var da çıkamayı edemiyor. Orada bize pazar günleri işte us pazar şey ettim ondan sonra geldim yani us pazardan sonra geldim. Quitte à vivre seul, les personnes âgées tiennent à rester au hameau, entourées des beaux noisetiers, la ressource principale du village. La famille de Celal vit de sa culture et de celle du thé. Ils s'occupent aussi d'un potager qui leur fournit des légumes pendant tout l'été. Nous venons de finir la première récolte de thé. Nous allons faire le nécessaire pour préparer la deuxième récolte. Puis en août, nous récolterons les noisettes. En ce moment, nous nettoyons un peu le champ de maïs, que nous récolterons si tout va bien en septembre. Tout autour d'Ardessène, d'immenses champs de thé égayent les paysages des montagnes, jusqu'à 1000 mètres d'altitude. Ce sont le plus souvent des parcelles familiales, comme ici à Andal. En juin, toute la famille Bâle est mise à contribution. Les paysans travaillent pour le compte de la coopérative du village, qui enverra la récolte aux nombreuses usines installées en bord de mer. Le thé est un des produits les plus consommés de la région. Il faut donc être efficace. La quantité est privilégiée à la qualité et la coupe est assez sommaire. Les théiers d'altitude ont la particularité d'être courts sur pied. Une personne est capable de cueillir environ 200 à 300 kilos par jour. Zakaria essaie un nouveau modèle de coupe électrique.
Plus on monte en altitude, meilleure est la qualité du thé. Ce que l'on trouve en bord de mer n'a rien à voir avec ce que nous faisons ici. Mais le prix est pareil. Il n'y a pas de différence de prix, mais de qualité. La production est largement soutenue par l'État, qui en fixe les prix et en gère les usines en contrepartie. À la fin de la journée, les sacs sont chargés sur un 4x4 qui les transportera vers la coopérative d'un village un peu plus bas. Mazlum değil, bizimkiler vatanseverdi. Bizim millet. Hayat. Tout autour, on continue de s'affairer dans des pentes impressionnantes. Il faut éviter à tout prix les premières pluies de l'été qui sont très abondantes. De son côté, Erdal se rappelle des champs et enchaîne avec une visite des ruches qu'il a installées plus haut dans la vallée. Les ruchers sont perchés sur une tour dont les pieds sont cerclés de fer blanc pour éviter que des prédateurs ne les escaladent. Les abeilles peuvent dormir en paix. La nuit, Erdal et ses amis se relaient parfois dans ce petit abri pour faire fuir les ours trop gourmands. Nous prenons l'eau depuis la source. Nous en avons une à proximité. Le thé, nous l'achetons en magasin, il est bio. Et nous mettons en route le samovar. C'est à la fois une méthode traditionnelle pour préparer le thé, tout en étant bio. Le résultat est excellent. On verse un fond de thé concentré dans le verre, puis on le dilue dans de l'eau bouillante. Pour rien au monde, la bande d'amis n'échangerait sa place. Le 4x4 de Zakaria est arrivé à la coopérative. Avant d'être payés aux paysans, les sacs vont être pesés et contrôlés. Ils seront ensuite chargés dans des camions qui descendront à leur tour vers les usines. Dans cette région, les fabriques ne manquent pas. Petites ou grandes, certaines tournent 24 heures sur 24 pendant la période des récoltes, afin d'absorber les importants volumes qui arrivent. En direction d'Ayder, la saison des pluies a transfiguré le décor. La neige disparue, on découvre au mois de juillet une forêt très dense. Ici, les ruches se nichent en haut des arbres. On les appelle des karakovanes. Mustapha a beau avoir 70 ans, il n'hésite pas à grimper à 15 mètres du sol sur une échelle instable pour récolter un miel d'une qualité unique. Là-haut, il sait que les ours n'auront aucune chance de piller ses ruches. Mustapha considère qu'il faut mettre tout ce que les abeilles ont produit dans le pot, du nectar à la propolis, enveloppé dans les alvéoles. Son miel très puissant serait la garantie de passer l'hiver sans encombre. Au-dessus des nuages qui obscurcissent Ayder, le village d'alpage d'Avouzor, logé à plus de 2000 mètres d'altitude, baigne dans le soleil.
les familles venues de la vallée sont remontées avec leurs troupeaux à la fonte des dernières neiges. Petites et basses, les maisons d'alpage sont ainsi construites pour être protégées des avalanches de l'hiver. Il vient de naître. Il n'a que 3 ou 4 jours. Il est tout petit. Ismaël possède un beau troupeau. Aidé de son neveu Osman, il s'occupe des nouveau-nés qui ne marchent pas encore et termine la traite avant de partir pour une longue journée de marche. Le petit déjeuner est solide. Fondu de fromage, pain et un thé puissant pour se préparer. Nous sommes contents de la vie que nous menons, mais d'un autre côté, nous y sommes obligés. Il n'y a pas de pain sans labeur. Vous auriez préféré vivre en bas, à Çamelçin? Non, je préfère vivre ici. J'y vis depuis l'âge de 10 ans. Je suis éleveur d'animaux depuis toujours. Un dernier tri et le troupeau peut partir vers le col où l'attendent d'immenses pâturages. Nous sommes en permanence sur nos gardes. Il y a des loups, des ours qui attaquent le troupeau. On ne peut pas les laisser seuls, ce n'est pas possible. Juste en face, le mont Kashgar domine les plaines à 4000 mètres d'altitude. Dans son dos, la chaîne du Pontus s'étend vers l'est. Le lac d'Avoussor s'est tout juste débarrassé des derniers névés. Nous prenons la route du nord en direction de la frontière géorgienne pour rejoindre la vallée de Matchel. Dans ces bassins forestiers à la nature préservée, les cultures des deux pays riverains s'entremêlent. La vallée de Matchel est officiellement une réserve biosphère depuis 2005. Le hameau d'Efeler fait partie de ces quelques villages occupés par des Géorgiens en territoire turc. C'est en quasi-autonomie alimentaire qu'y vit la famille Avcı. Après avoir accompli les premiers travaux du matin, Femi va prendre un bon petit déjeuner. Avoir la double nationalité ici ne présente pas de difficulté. Je suis géorgien mais citoyen turc. Il n'y a aucun souci à ce sujet, tout se passe très bien. Son épouse s'apprête à préparer le beurre. Elle utilise une baratte manuelle qui permet de séparer la crème du lait. Ici, c'est la seule réserve biosphère en Turquie. L'intérêt de cette réserve tient dans la diversité biologique qu'elle contient, et notamment ses plantes endémiques. Il y a 3000 espèces différentes de fleurs et d'insectes ici. Femi ne pouvait pas passer à côté du formidable capital naturel. Il a aménagé plusieurs batteries de ruches dans ce petit coin de paradis.
Dans cette région, les mosquées sont en bois. Détruite en 1855 par une avalanche, celle-ci a été reconstruite grâce à la générosité des habitants, venus offrir des morceaux de bois de leur propre maison. Non loin, l'autre mosquée du village est tout aussi finement décorée. Maral est le dernier village turc avant la frontière. Sa majestueuse chute d'eau haute de 63 mètres célèbre cette vallée magnifique. Sur la route d'Artvin, plusieurs barrages ont dû être érigés pour dompter le fleuve Tchoro, qui serpente entre d'immenses falaises. Ce genre d'opération n'est pas sans conséquences. Le barrage de Gouike a enfoui tout un village sous l'eau. Nous nous dirigeons maintenant vers le nord-est, en direction de Chafchar. Visiter une région aux alpages si verdoyants qu'on la surnomme la Suisse turque. À 1900 mètres d'altitude, tout près du village de Dicharou, le panorama tient effectivement ses promesses. Les abords du lac Balik, qui s'écoule à 2000 mètres, abritent le premier niveau d'alpage de la vallée. À 74 ans, Kamal n'a plus que quelques vaches. Ses fils n'ont pas voulu prendre la relève et s'occuper de ces immenses troupeaux de moutons qui ont compté jusqu'à 12 000 têtes. Je viens de Pinarli. Nous venons d'arriver ici, en alpage, pour environ un mois. Ensuite, début juillet, nous allons aller plus haut, vers un autre alpage sur un plateau. Nous y resterons 2 mois avant de revenir ici, où nous serons jusqu'à la fin octobre. Niché à 2500 mètres d'altitude, Yenekesla est aussi un village d'alpage intermédiaire. Tout comme Kamal, la famille Alagoz a dû réduire la taille de ses troupeaux. Pourtant, aujourd'hui encore, Perihan n'arrête pas une seconde. Nous ne sommes pas spécialement ravis de vivre dans ces conditions, mais nous n'avons pas le choix. Nous aurions aimé avoir plus de confort, mais c'est comme ça. Comme nous n'avons pas de travail, ni de salaire, nous sommes obligés de nous occuper des animaux. Avec le lait frais du matin, Perihan prépare du fromage. Toute la famille vit dans la même pièce. À cette altitude, l'air est frais et le poêle doit rester alimenté. Je fais du pain. Je suis en train de pétrir la pâte qui va ensuite fermenter. Puis je pourrai faire cuire le pain dans le poêle à bois. Dans la maison voisine, on utilise le yayik pour baratter le beurre à l'ancienne. Voilà, ça c'est du beurre que je viens d'obtenir à partir de la crème.
Nous pourrons le conserver 1 an ou 2, nous le mettons à l'abri dans l'entrepôt, puis nous l'emmènerons dans la montagne quand nous partirons pour aller plus haut. Il va très bien se conserver. D'ici 15 jours, tout le hameau partira pour un alpage en plus haute altitude. Pour eux, l'été sera assurément froid. À l'opposé de la chaîne de Gözedegi, le village de Cevizli se révèle chargé d'histoire. Il héberge une belle construction de maisons traditionnelles en bois dans le style typique de la région. Certaines d'entre elles ont près de 200 ans. Construite à la fin du premier millénaire, l'église géorgienne Tibet est un lieu de pèlerinage important pour les disciples de la religion orthodoxe. Initialement dédié à la Vierge Marie, l'édifice contenait de nombreux artefacts sacrés avant d'être détruit dans les années 50. Nous poursuivons notre chemin vers l'est dans la direction de Kars, située près de la frontière arménienne. On entre dans la vallée sous l'œil du château de Seitan, autrement dit le château du diable. Les falaises imposantes qui l'entourent et ses solides murailles ne sont sans doute pas étrangères à ce qualificatif. Un peu plus au nord, le site d'Ani s'étend sur un plateau isolé, en surplomb d'un ravin constituant une frontière naturelle avec l'Arménie. Cette cité médiévale unit des bâtiments résidentiels, religieux et militaires de styles variés, érigés au fil des siècles sous les dynasties chrétiennes puis musulmanes. La ville connaît son apogée au Xe et XIe siècle lorsqu'elle devient la capitale du royaume médiéval arménien des Bagratides. Elle tire alors sa richesse du contrôle d'une branche de la route de la soie. L'invasion mongole marque le début du déclin de la cité, qu'aurait achevé en 1319 un séisme destructeur, cependant sujet de doute. Le site offre aujourd'hui un large panorama du développement architectural médiéval, grâce à l'étonnante présence de tous les styles qui ont émergé dans la région entre les 7e et 13e siècles. Leurs ruines éparpillées sur cette vaste plaine confèrent au lieu une atmosphère très particulière. En route pour Kars, il convient de s'arrêter dans le village de Boguetepe, où l'on produit les meilleurs fromages de la région. La fabrication de ces meules est très proche de celle du Beaufort de Savoie. Outre la technique employée, la richesse des alpages des environs est déjà un gage de qualité. Nous avons quelques 650 variétés de plantes. On ne peut pas obtenir ce fromage sans que nos vaches aient brouté ces plantes. Nous ne le fabriquons qu'entre mai et juillet, la seule période propice pour profiter des pâturages. Kars est une cité très ancienne, dont la fondation pourrait remonter à l'âge de pierre. Son histoire très mouvementée, au fil des siècles, la voyant passer entre les mains des plus grandes nations, renseigne sur la situation hautement stratégique qu'elle devait occuper pour générer tant de conflits. Encore aujourd'hui, la région est sous pression. À l'extérieur, la frontière arménienne est contestée. À l'intérieur, le parti islamo-conservateur est source de tensions. Depuis quelques années, un effort de restauration est engagé sur les bâtiments historiques de la cité. C'est avec regret que nous quittons les montagnes de l'Anatolie.
Des plaines enneigées de l'hiver aux foisonnantes forêts de l'été, les vallées de la Turquie orientale si secrètes nous auront révélé certains de leurs trésors naturels et culturels. En attendant d'en découvrir d'autres lors d'un prochain voyage.